Hello tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière puisque je vais vous proposer mon top 5 de mes séries TV préférées de tous les temps. Alors ce classement n'a pas beaucoup évolué depuis quelques temps que je l'avais partagé sur Instagram. Mais vraiment je me suis rendu compte qu'il y a juste une seule série où non, en fait c'était une erreur de ne pas la mettre dans mon top 5. Du coup elle a intégré mon top 5. Et il y en a une autre du coup qui a dû lui céder sa place. Mais sinon, clairement, mon top 5 est toujours plus ou moins le même depuis à peu près toujours. Donc c'est le moment de vous le faire partager. Alors c'est parti. Je précise que je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas forcément vu les séries que je citerai à chaque fois. Donc n'hésite pas, je mettrai des petits time codes à chaque fois pour passer du numéro 5 au numéro 4, au numéro 3, au numéro 2, au numéro 1. Allez, c'est parti. En cinquième position, ma série préférée de tous les temps, ça va être Ugly Betty. Alors je sais que ça va en surprendre peut-être certains de retrouver cette série dans un top 5 de séries. Mais alors pour le coup, je vais être très honnête, cette série, en fait, je me suis rendu compte, avant, elle était pas dans mon top 5, mais elle était pas loin. Et c'est mon mec, il y a quelques temps, il l'a regardé, et j'étais à côté comme ça, et j'ai rigolé, et je récitais en fait. Il avait son casque. Et moi, je récitais ce qui se disait à l'écran, je me suis dit, mais je la connais par cœur en fait, cette série. J'ai dit, mais je la connais par cœur, j'adore, je dis, j'ai envie de la revoir, alors que je venais de la revoir il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai dit, mais en fait, j'adore cette série. Je l'adore, je connais toutes les saisons par cœur, je peux me la refaire en boucle sans cesse. Il y a zéro temps mort pour moi, que ce soit dans n'importe quelle saison. Et j'ai dit, mais en fait, n'importe quoi, mais bien sûr que oui. Et la série qui était en cinquième position, que je vous révélerai après, j'ai dit, mais clairement, non, 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 la série qui est en cinquième doit dégager, parce que pour moi, Ugly Betty est au-dessus. Et Ugly Betty, vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est un scénario sans faille du premier au dernier épisode. Il y a les saisons 3 et 4 qui ont beaucoup divisé parce qu'elles sont beaucoup plus soap, mais à mon sens, elles sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles vont développer les personnages davantage. Ça va se focus sur un noyau de personnages et ça va être beaucoup mieux. Je trouve que franchement, cette série, elle est vraiment en deux temps. On a les deux premières saisons qui sont très soap dans la mode, Diable s'habille en Prada, avec plein de rebondissements, tout ça. Et on a les deux saisons finales, la saison 3 et la saison 4, où ça va se recentrer effectivement. Et on sera sur un soap beaucoup plus limite dramatique par moment. Et c'est en ça que j'ai adoré. C'est qu'on a fait une transition tout en douceur avec cette troisième saison et qui fonctionne très bien. On a un final qui est entre guillemets une fin ultra ouverte. Et c'est cool qu'on n'ait pas terminé notre personnage principal en couple. Parce qu'après tout, à la base, Ugly Betty, c'est l'histoire d'une fille pas très belle qui arrive à gravir les échelons dans la mode professionnellement parlant. Donc en fin de compte, avec qui elle finit, on n'en a rien à carrer. L'idée, c'est de finir avec une Betty qui a complètement explosé professionnellement parlant. Et j'ai trouvé que terminer la série là-dessus, c'était encore mieux que terminer sur Betty en couple avec son patron ou pas. Et que ça, on s'en tamponne un petit peu. Donc vraiment, pour moi, c'est une série qui est maîtrisée de A à Z. Il n'y a rien à en redire. Chaque saison est aussi bonne que la précédente. Petite mention pour moi pour la saison 3 qui est ma préférée. Mais vraiment, c'est une série culte. Il n'y a pas de temps mort. Et c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas eu de cinquième saison. Parce qu'au final, on a 4 saisons qui sont parfaites. On va enchaîner de suite avec la quatrième série qui va être Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires, c'est une série culte pour beaucoup. Je pense que c'est typiquement une série qui serait dans beaucoup de top 5 de séries préférées. Mais pour ma part, elle occupe donc la quatrième position. J'adore Buffy, je peux pas dire mieux. C'est culte, effectivement. Maintenant, il y a eu quelques bas, coucou la saison 4. Mais je crois vraiment que Buffy, c'est surtout une série qui parle à beaucoup de jeunes parce qu'elle elle aborde beaucoup de thématiques. Et oui, elle apporte beaucoup de choses aussi à chacun. Parce que Buffy parle à beaucoup de gens. On a tous un personnage qui nous a parlé, entre guillemets, parce qu'ils sont tous tellement bien écrits, Joss Whedon. Quel dommage que ce soit mais franchement, il sait écrire ses personnages, il sait écrire ses scénarios. Et rien que pour ça, Buffy, c'est une série culte. Il y a tout qui se tient, chaque saison a son propre méchant. Chaque saison a sa propre histoire, elle a sa propre mythologie. Avec en même temps ce fil rouge sur les 7 saisons. C'est ça qui est super intéressant. On a une héroïne qui grandit, entre guillemets, avec les spectateurs. Et ça, c'est fou avec mention à cette saison 5 où quand Buffy va, encore une fois je spoil, hein, avec Buffy qui va perdre sa mère et où tout d'un coup notre héroïne va devoir encore plus grandir, mais là, d'un coup,
clairement parce qu'elle doit élever sa sœur à la place de sa mère. Et c'est formidable. Cette dernière saison qui pour moi est ma préférée, et oui, je n'ai pas peur de le dire, parce que je l'adore. Ce final où en gros Buffy lègue son pouvoir à tout le monde pour ne plus être la seule et dire maintenant c'est fini, je ne suis plus la seule tueuse en activité. J'ai trouvé ce final mais tellement intelligent, tellement bien écrit, tellement inattendu mais en même temps tellement incroyable. Tout fonctionnait. Le grand méchant de la dernière saison qui n'est autre que la force. Quoi de mieux comme méchant final que tout simplement la force du mal à l'état pur. Tout simplement, je suis le mal, le mal même, le mal incarné, la force du mal, celle qui est à l'origine de toute vie maléfique. C'est incroyable, enfin, fallait avoir idée d'apporter ce méchant-là dans la série, clairement. C'est fou. Buffy, je trouve qu'il y a, voilà, il n'y a que des hauts en permanence. On a cette saison 4 qui va un peu pêcher, à mon sens, parce qu'ils ont voulu trop en faire, ils ont voulu partir dans un délire un peu trop à la X-Files, et pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Le personnage de Riley qui est détestable malgré lui, et parce qu'il faut quand même dire, voilà, malgré lui, le pauvre, il a fait comme il a pu. Mais pour moi, il n'y a pas grand chose à jeter dans Buffy, hormis effectivement peut-être quelques Looners en saison 1 et en saison 2 qui sont très discutables, et cette saison 4 qui est franchement pas ouf. Mais tout le reste, ce n'est que du masterclass. Pour moi, elle fait quand même partie du panthéon des séries de la science-fiction, ou plutôt séries fantastiques, parce qu'on est beaucoup plus dans le fantastique, excusez-moi, pour le coup. Donc on est dans le panthéon des séries fantastiques, et je veux pas que cette série soit rebootée. Parce qu'elle a tellement apporté que pour moi, un reboot viendrait un petit peu gâcher l'original. Un petit peu comme ce qu'est en train de faire le remake de Charmed avec la série originale. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, pour moi, Buffy, 4e meilleure série de tous les temps, parce que c'est une série qui a apporté beaucoup à beaucoup de jeunes, qui parlaient à tout le monde, alors que pourtant c'était une série fantastique. J'ai un petit souci de lumière, visiblement, encore une fois, j'ai un néon qui vient de péter. Donc je vais me lever. Et donc j'aurais pas grand chose à dire de plus sur Buffy si tu veux, parce que franchement, c'est juste une série culte qui parle à beaucoup de gens, avec très peu de bas, mais assez de bas quand même pour pas que je le mette plus haut dans mon classement. En 3e position, et c'est sûrement là où vous allez avoir envie de me taper, parce que forcément, ça va être Angel. Angel, pour moi, oui, est meilleur que Buffy. Pardon, je suis désolé. Mais c'est mon avis, ça n'engage que moi. Angel, pour moi, est meilleur que Buffy. Je trouve que là où dans Buffy, il peut y avoir des temps morts, comme je l'ai dit sur certaines saisons, dans Angel, ce n'est pas le cas. Dans Angel, tu vas juste avoir à la rigueur cette saison 1 où il y a énormément de Looners, ce qui est un peu pénible. Mais en soi, déjà, il n'y en a aucun qui est foncièrement mauvais. Ils sont juste à la limite passables pour les moins intéressants. Mais ils restent intéressants quand même à regarder. Donc, cette saison 1 qui est un peu longuette à se mettre en place, et très vite on y va avec ce final de la saison 1 qui pose les bases, clairement, de ce que va être le grand méchant de la série. Avec le personnage de Darla qui revient, on va exploiter le personnage de Darla, et ça c'est une vraie bonne idée. Cette saison 2 qui est hyper sombre, avec ses intrigues totalement folles, la descente aux enfers du personnage de Angel, qui va faire des actions mais d'une violence incroyable. Cette saison 3 ensuite, qui va mettre en place toute l'histoire autour du fils de Angel, avec ses rebondissements, cette relation avec Cordelia, qui sur le papier paraissait mais totalement débile au possible, et au final quand c'est porté à l'écran avec David Boreanaz et Charisma Carpenter qui sont deux acteurs de grand talent, tu te rends compte qu'en fait la relation Angel-Cordelia elle est tellement bien écrite et tellement bien emmenée que ça ne peut que fonctionner, et au final on va être sur une relation à la Roméo-Juliette. La saison 3 pour moi est clairement la meilleure, c'est une masterclass. Et vraiment, on va atteindre à ce moment-là un sommet pour moi qui te fait clairement comprendre à partir de la saison 3 que Angel déjà est au-dessus de Buffy. Parce que la saison 3, elle est écrite avec brio, franchement, c'est une maîtrise incroyable je trouve. Ce final de la saison 3 où tu as Cordelia qui s'élève dans le ciel avec en parallèle Angel qui s'enfonce dans les profondeurs de l'océan, alors que les deux étaient en route pour se retrouver l'un l'autre et enfin s'avouer leurs sentiments. Oh, incroyable, ce final pour moi, incroyable. Un des meilleurs season finales de tous les temps. Vraiment, et je n'ai pas peur de le dire. On va enchaîner après avec une saison 4 où oui, c'est très poussif parce qu'il y a eu pas mal de réécriture en cours de route. En partie à cause de la grossesse de Charisma Carpenter, on va pas se mentir.
Mais là aussi, il y a eu toute une polémique, hein, parce que Joss Whedon apparemment aurait volontairement mal écrit le personnage en saison 4 pour embêter Charisma Carpenter, si j'ai bien compris les interviews. Et donc, oui, la saison 4, elle est hyper poussive, mais quand j'entends qu'elle est mauvaise, qu'elle est boiteuse, qu'elle est nulle, non mais les gars, on ne doit pas parler de la même série, c'est pas possible. La saison 4, elle est folle là aussi. Elle est très compliquée à binge-watcher, ça c'est certain. Mais moi, je me mets dans le contexte des États-Unis et je me remets dans le contexte où je l'ai découvert à l'époque, à savoir 1 à 2 épisodes par semaine, pas plus. Et cette saison 4, oui, quand tu regardes un seul ou 2 épisodes en même temps, pas plus, c'est pas du tout indigeste en fait. C'est pas du tout indigeste. On a des intrigues qui sont très lourdes, effectivement. C'est très compact, si tu veux. Mais franchement, cette saison 4, elle fait le taf. Et elle est folle. Pas autant que la saison 3, parce qu'effectivement, au niveau des scénarios, c'est peut-être pas aussi aéré que la saison 3. Et encore une fois, il y a un côté très poussif. Il y a des réécritures qui se sentent au milieu de la saison 4. Mais malgré tout, la saison 4 est totalement folle. Elle fait le taf. À la fin, tu te dis, il était quand même temps que cette saison s'arrête parce que ça en devenait compliqué à... Tu reprends ton souffle. Je rappelle que la saison 4 se déroule, je crois, sous un laps de temps de 10 ou 15 jours seulement. Donc franchement, c'est waouh, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses. Le final de la saison 4, où le personnage de Connor que tu as détesté pendant toute la saison arrive limite à te faire tirer les larmes parce qu'il a une conclusion absolument formidable et que tu te dis, ben ouais, en fin de compte, je l'ai détesté, mais ce personnage, il a eu une vie de merde, Connor. Donc, quelque part, je l'ai détesté, mais tu t'en veux un petit peu, du coup, quand tu vois comment ça se finit pour lui. Et quand tu vois Angel qui accepte de devenir le leader suprême du mal, entre guillemets, on n'est pas dans Star Wars, mais entre guillemets, il devient le chef des factions maléfiques de Los Angeles, en reprenant la tête du cabinet Wolfram et Hart. Mais il le fait par amour pour son fils, pour que son fils ait une vraie famille et qu'il oublie que son père est un vampire avec une âme. Donc cette fin, je l'ai trouvée folle et limite, ça aurait pu être une fin de série parfaite pour moi, clairement. Que ça se finisse comme ça aurait été top. On a eu une saison 5 qui reprend un petit peu les ingrédients de la saison 1, savoir beaucoup de loomers, beaucoup moins de fil rouge. Mais cette saison 5 était quand même géniale parce qu'on va développer tout l'aspect Wolfram et Hart. Ça va s'accélérer à partir de la deuxième moitié où vraiment il va y avoir de nouveau des intrigues fil rouge qui vont se mettre en place pour emmener à ce final de série qui en a divisé beaucoup mais qui pour ma part est juste une masterclass. Clairement, le fait de terminer la série comme ça en mode la vie est un combat permanent, allez on y va, bah ouais, c'est ça. Surtout la vie de Angel, en fait, la vie de Angel est un combat permanent. Il estime, c'est là où on comprend qu'en fait Angel estime qu'il n'aura jamais le droit à la rédemption et il s'en fait une raison. Il accepte de vivre avec cette idée. Il refuse de se donner le droit à une rédemption. Et une fois que ce message tu l'as compris, mais tu te dis bah ouais, la fin de série elle est juste totalement folle. Donc voilà, on a le retour de Cordelia qui vient clôturer l'intrigue de son personnage qui avait été un petit peu clôturé à la One Again en saison 4. Et du coup, pour le 100e épisode, Cordelia revient et clairement ça clôture son personnage en apothéose, en beauté. Surtout que c'est elle qui transmet à Angel le message qui va ensuite faire que Angel va combattre dans la bonne direction pour en mener à la fin de série. Donc voilà. Clairement, Angel pour moi c'est une masterclass cette série. Je peux pas dire mieux, je trouve qu'elle est meilleure que Buffy. Peut-être parce qu'il y a moins de saisons aussi, donc forcément on a moins le temps de s'ennuyer. Mais vraiment, pour moi, elle est un chouïa au-dessus. Elle est un chouïa au-dessus. Donc, ouais, 3e Angel. On enchaîne avec la 2e position. Et alors là, on va changer de registre totalement, ça va être une nounou d'enfer. Une nounou d'enfer, pour moi, quand on me dit série culte, je pense à celle-là directement. C'est la définition même de ce qu'est une série culte pour moi. Je suis en capacité de réciter les épisodes. Je suis en capacité de te dire de quel épisode il s'agit, ce qu'il va se passer en voyant seulement une scène. C'est incroyable. Je connais cette série sur le bout des doigts. Je ne m'en lasse jamais. À chaque fois qu'elle passe, je laisse sur la chaîne parce que j'ai beau avoir vu l'épisode 217 fois. Oui, c'est beaucoup. J'ai beau l'avoir vu plein de fois, je veux le revoir parce que je me marre toujours autant. C'est une série qui n'a pas pris une seule ride. Les punchlines et les running gags qui reviennent en permanence. Oui, le principe d'un running gag. Mais tous ces running gags, ces personnages, Sylvia, Niles, Sissi, Yetta, franchement, pour moi, une nounou d'enfer, c'est incroyable. Ce jeu avec Monsieur Sheffield en permanence,
cette dernière saison qui est hyper décriée, mais qui pourtant pour moi est géniale parce qu'ils ont réussi à se réinventer en dernière saison. Ils ont dit on a toujours fait plus ou moins des épisodes Looners avec très peu de fil rouge. Et en dernière saison, en revanche, ça va être quasiment que des épisodes fil rouge. Tu as pas mal d'intrigues qui vont être développées sur 2, 3, 4 épisodes. Ensuite, on va passer à une autre intrigue qui va être encore développée sur 2, 3, 4 épisodes. Et du coup, cette dernière saison va complètement changer la narration de la série tout en gardant son humour. Mais franchement, du coup, c'est vrai qu'elle est à part. Mais je la vois davantage comme une épilogue que comme une saison 6. La fin est absolument géniale. Je veux dire, c'est une sitcom, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément plu, comme le fait que Nice finisse avec Sissi, mais c'est une sitcom. Pour moi, ça fonctionne. C'est très drôle. C'est une fin, au final, assez cocasse pour ces deux personnages qui se sont toujours détestés. Il n'y a pas vraiment de temps mort. À la rigueur, la saison 4, pour moi, c'est peut-être la saison où les Looners c'était un chouïa trop poussif. Je pense à cet épisode où Fran pense qu'une autre femme est sa maman. C'est voilà cet épisode aussi où Fran va faire la rencontre d'une jeune rockstar et elle va se mettre elle-même à écrire des chansons de rock. Voilà, c'est un peu poussif, mais ça nous fait quand même sourire. Parce que là aussi, la grande force de cette série, c'est le jeu des acteurs et de Fran Drescher très, très exactement. Parce que, mais c'est incroyable, les mimiques, les jeux de regard, mais tout fonctionne, je ne peux pas dire mieux. C'est la définition de la série culte. Les scénarios sont totalement réussis, maîtrisés. Les saisons sont super bien écrites, les personnages sont super bien développés. Tout fonctionne. Nounou d'enfer, série culte, je peux la voir, la revoir, la revoir. Je ne m'en lasserai jamais. Donc voilà, deuxième position, une nounou d'enfer. Cette série clairement a bercé mon enfance et continue de bercer mon âge adulte. On va finir avec quelques petites mentions honorables, mais qui ne font pas partie de ce classement. Avant d'attaquer le numéro 1, bien entendu. Alors, mention honorable, Charmed. Charmed aurait pu être dans ce classement parce qu'elle est dans mon top 10, mais pas dans le top 5 quand même. Parce que j'ai adoré les 6 premières saisons, mais je trouve que les 2 dernières saisons sont franchement pas bonnes. Le pire étant la saison 7 pour moi, où c'est une catastrophe absolue. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire, mais ils l'ont fait avec la saison 8. Comme quoi, tout est possible. Donc franchement, Charmed, pour moi, on a 6 saisons qui sont géniales, et on a les 2 dernières saisons où c'est une catastrophe absolue. Et c'est juste pas possible. C'est vraiment, pour moi, on passe de là à là, quoi. Vraiment. Quand on passe de la saison 6 et qu'on passe à la saison 7, c'est une douche froide incroyable. Donc Charmed, voilà, ne fait pas partie de mon classement parce que les 2 dernières saisons sont beaucoup trop mauvaises. Elles sont même pas plus faibles, pour moi elles sont mauvaises. Donc Charmed n'est pas dans mon classement. Je l'ai dit tout à l'heure, Ugly Betty a failli se retrouver à la 6ème position, mais finalement je l'ai mis en top 5 parce qu'à la 6ème position, c'est la série X-Files en fait. X-Files, pour moi, failli être dans ce classement clairement. Mais elle n'a pas été parce que je me suis rendu compte qu'une série comme Ugly Betty, je la connais par cœur, je la regarde hyper facilement, je ne m'en lasse jamais. Il n'y a aucun faux pas à un moment donné dans la série. Alors que X-Files, quand même si j'adore la réal, j'adore les scénarios, j'adore l'écriture des personnages, il y a tout qui fonctionne, c'est une série culte. On va pas se mentir, il y a quand même eu des bas dans X-Files. Les 2 dernières saisons, les saisons 10 et 11, je préférerais faire comme si elles n'existent pas. Après qu'on ait tout révélé sur le complot en milieu de saison 6, on va partir sur une nouvelle théorie du complot, entre guillemets, sur la genèse des extraterrestres et de l'être humain qui serait mêlé, enfin tout ça, tout ça. Et là, c'est totalement what the fuck, ça se prend les pieds dans le tapis, donc clairement, les saisons 7, 8, 9 sont bonnes, mais sont beaucoup moins bonnes que les 6 premières. Donc oui, X-Files, même si pour moi c'est une série totalement folle, totalement culte, qu'elle a créé beaucoup de choses, et merci à elle du coup de l'avoir fait, il y a quand même pas mal de bas. Et je pouvais pas la mettre en 5ème position du coup, juste pour ça. Donc voilà, ça c'était les petites mentions honorables et de suite, on arrive à la première position de ce classement. Donc en première position, ça va être la série Newport Beach ou The O.C. en version originale. Newport Beach, pourquoi c'est en première position? Parce que même si c'est une série culte, mais que malgré tout elle ne l'est pas autant qu'une Nounou d'enfer, pour moi Newport Beach c'est une série qui me parle, c'est une série qui me touche clairement en plein cœur. Et je n'ai pas peur de le dire, même si ça fait très guimauve de dire que ça me touche en plein cœur, mais je l'assume. Newport Beach, c'est du caviar. C'est pour moi la meilleure série adolescentesque de tous les temps. Elle traite du sujet de l'adolescence et de l'âge adulte d'une façon très brillante, toujours avec justesse, avec finesse. Ça ne le fait jamais de façon maladroite. Il n'y a que 4 saisons,
comme avec Betty, mais au final, je crois que c'est peut-être ça qui me plaît dans toutes ces séries que j'ai citées, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de saisons à chaque fois, et c'est sûrement pour ça que pour moi elles sont maîtrisées, parce que peu de saisons, forcément, on ne peut pas réellement se planter. Alors Newport Beach, je rappelle, c'est la jeunesse dorée de Californie. On va suivre leur vie clairement à partir d'un gamin qui, lui, est issu d'un milieu défavorisé, qui va se retrouver en famille d'accueil, donc chez la famille Cohen. Et à partir de là, il va tomber amoureux de la voisine qui, elle, est une gamine pourri gâtée. Enfin voilà. Dans Newport Beach, clairement, il n'y a pas une saison pour moi qui m'a déplu. On va avoir cette saison 1 qui est vraiment dans le pur soap adolescentesque, mais qui va en même temps casser tous les codes, et c'est pour ça que ça a cartonné. Parce que ça reprend les codes qu'on connaissait à travers des séries comme Beverly Hills, Dawson, mais ça va prendre ces codes, ça va les tordre, ça va les broyer, et ça va les redéfinir, les réécrire, et c'est génial. En saison 2, pour le coup, on va tomber sur un côté un peu plus soap, un peu plus sérieux, un peu plus terre à terre, et c'est pas plus mal parce qu'on développe davantage les états d'esprit des personnages. Et c'est en ça que j'ai aimé dans cette saison 2. La saison 3, je me rappellerai toujours du slogan qui avait été établi pour la saison 3, à savoir « Quand Californie rime avec tragédie ». Et c'est vrai que cette saison 3, je n'ai pas peur de le dire, c'est ma préférée. Alors que souvent, c'est celle que les fans aiment le moins. Et bien moi, encore une fois, je suis à contre-courant, je l'assume. Parce que cette saison 3, pour moi, c'est celle où on va le plus parler réellement du mal-être des personnages. On va les développer, on va faire des scènes où le personnage est comme ça tout seul face à l'océan. Il regarde l'océan, les yeux dans le vide. Et c'est hyper bien interprété par les acteurs, ce qui fait que tu y crois à ces scènes de dépression de certains, entre guillemets. Il va y avoir des petites descentes aux enfers pour certains personnages, comme Marissa. Et ce personnage, encore une fois, même si on le déteste, dans la saison 3 notamment, Marissa va au final avoir quelque part une écriture, j'ai envie de dire, qui est totalement maîtrisée, qui est totalement cohérente avec l'esprit du personnage. Donc ouais, ça t'énerve, mais c'est le personnage. Il est écrit comme ça parce que c'est cohérent depuis le début. Marissa, c'est un personnage qui est très dark et qui ne pouvait faire que mourir tôt ou tard dans la série. Donc quand ça arrive, si tu veux, t'es pas vraiment surpris. Donc vraiment, cette saison 3 pour moi est géniale parce que c'est celle où on va sûrement le plus développer les personnages. On va entre guillemets faire moins d'intrigues. C'est très compliqué à expliquer comme ressenti. Mais voilà, la saison 3, clairement, c'est celle qui va être le plus humain, entre guillemets. La saison 4 va très bien clôturer le show. On y apportera beaucoup plus d'humour, histoire d'alléger la saison 3 où on avait trop critiqué le côté tragédie. Et cette saison 4 va clôturer avec Maestria, la série. Un épisode final pour moi qui est absolument fou furieux, où la boucle est bouclée. Je ne vais pas spoiler là pour le coup, mais la boucle est bouclée de façon admirable. Donc Newport Beach, cette série, j'ai grandi avec elle, pour le coup. J'ai grandi avec le personnage de Seth Cohen, envers qui je me reconnaissais personnellement. Et c'est aussi pour ça que cette série, pour moi, m'a toujours marqué. Je me reconnaissais en le personnage de Seth Cohen. Et donc c'est en ça que oui, pour moi c'est une série culte, mais elle est en première position parce que c'est celle qui m'a le plus parlé, c'est celle qui m'a le plus touché, c'est celle dans laquelle peut-être je me suis le plus reconnu à travers un personnage notamment, donc Seth Cohen. Donc voilà, numéro 1, Newport Beach. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de mon classement, n'hésite pas à me partager le tien. Qu'est-ce que tu penses de mes avis sur ces séries-là? N'hésite pas à en débattre avec moi en commentaire juste en dessous. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Salut!